Bon alors, comme vous le savez, nous sommes Atlas, n'est-ce pas? Et c'est le tournoi de la traduction. Alors, tournoi oulipchien. Donc tout le monde aura reconnu une espèce d'étymologie oulipienne là-dedans. Et elle existe. Elle fait écho à une contrainte inventée par François Karadec, très spécifique, où il a imaginé d'écrire des poèmes qu'on pourrait lire à des chiens, où leur nom serait caché homophoniquement à l'intérieur, et ainsi les chiens, sans avoir une compréhension de la langue humaine, par le fait qu'ils ont l'habitude de s'entendre appeler par le nom, pourraient être sensibles à un poème qui est lu à leur intention. Donc voilà l'origine de la contrainte. Les poèmes dont nous allons essayer de vous proposer différentes traductions sont tirés d'un livre qui s'appelle 15 Dogs en anglais, qui s'appelle Nom d'un chien en français, de André Alexis, qui est paru chez De Noël très récemment, février je crois. Et André Alexis, que voici, a reçu 2 prix qui sont l'équivalent du Renaudot et on va dire du Grand Prix de l'Académie française, enfin ce genre de prix, donc des prix très prestigieux au Canada pour 15 Dogs. Donc voilà, là il est avec son prix, il est content. Et donc dans ces romans, l'argument du roman, ce sont des chiens à qui les dieux donnent l'intelligence. Et l'un des chiens donne une intelligence de forme humaine. Et l'un des chiens se retrouve à être poète et il fait des poèmes sur ses 14 petits camarades et sur lui-même, où il cache donc homophoniquement le nom de ses chiens. Alors pour que ça soit bien clair pour tout le monde, j'ai ici un exemple donc, où vous pouvez voir à gauche le poème en anglais et à droite un exemple de traduction du poème en français. Alors ça fait partie des 15 poèmes. Je ne l'ai pas inclus dans l'ajout parce que en fait, il s'est avéré que nous avons tous, sans nous concerter, adopté la même solution. Donc c'était pas très intéressant, mais en revanche, ça a la vertu de l'illustration. Donc là, vous voyez Jump Prince, donc on entend Prince, et Oh Prince, on entend Prince, quoi. Et donc le but dans ces traductions va être à chaque fois évidemment de traduire le poème, je dirais, de manière habituelle, en essayant de respecter des contraintes de ton, de rythme, de langue, de sens, et en même temps vient s'ajouter cette contrainte homophonique. Donc voilà, alors j'espère que tout le monde est à peu près sur la bonne longueur d'onde. Alors j'ajouterai que pour que ça soit parfaitement clair, par la suite, pour chaque poème, je vais présenter les traductions de chacun. Alors elles seront disposées ainsi, c'est-à-dire que Mona sera en haut à gauche, Étienne sera en haut à droite, Bernard et moi, enfin vous avez compris, et André Alexis sera au centre, ce qui permettra à chacun de voir qui a écrit quoi. Pour chaque poème, la disposition reste la même tout du long, quoi. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors, par ailleurs, Camille Bloomfield, qui se trouve là au premier rang, a accepté de nous faire la version anglaise parce que j'ai trouvé qu'il était important qu'on entende les poèmes vu qu'il s'agit d'homophonie. Donc à chaque fois, je vous mettrai dans un premier temps, alors je commence par l'un des plus simples, mais c'est vraiment pour entrer dans la chose. Alors dans un premier temps, donc, j'affiche le poème en anglais sans aucune indication, tel qu'il se présente dans le livre. Hein. Dans le livre, il se présente comme ça, sans aucune indication. Et sur la gauche, vous avez la liste de tous les noms des chiens qu'il faut chercher à entendre homophoniquement dans le poème. Donc voilà, Camille, si tu veux bien nous lire le premier poème. Beyond the hills, a master is who knows our secret names. With bell and bones, he'll call us home, winter, fall or spring. Alors, voilà, donc déjà, est-ce qu'il y en a qui ont repéré quel nom cela pouvait être? Donc, effectivement, si vous ne voyez pas la liste, bon, bah, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, on va dire. On va passer directement au slide suivant,
qui est la révélation de quel était le prénom. Donc là, c'était Bella. Donc with Bell and Bones. Ok. Et maintenant, je propose à chacun de traduire de lire sa traduction. Alors, je pense, peut-être, ça c'est une question que je me posais, mais je pense que je vais mettre à l'affichage pendant que vous lisez, que les gens puissent suivre en même temps. Oui, bonne idée. Donc, voilà. Alors, on va faire dans l'ordre de lecture. Donc, Mona commence. Alors, je vous rappelle, hein, Mona, Étienne, Bernard et moi, à chaque fois, quoi. Donc, dans l'ordre de lecture, et on va lire dans le même ordre, quoi. Alors, derrière les collines, il est un maître qui connaît nos noms secrets. D'un bel appel de cloches et d'os, hiver, automne ou printemps, il sait nous ramener à la maison. On va le dire chaque fois parce qu'il y en a trop. Oui, il y en a beaucoup. Donc c'est moi après ? Oui. Il est un maître au-delà des collines qui sait nos noms secrets. En agitant la cloche, belle la cloche, ou l'os, il nous rappellera chez nous, hiver, printemps, automne. Au-delà des collines vivait un maître connaissant nos noms secrets. Bella, ce maître, puis sonna la cloche, nous convoquant à toute saison. Et par-delà les collines, un maître qui connaît nos noms secrets, belle à tout vent, rentrée aux êtres, hiver, automne comme été. Alors par rapport à ça, bon, à dessein, j'ai choisi celui-ci qui est assez simple en fait, pour que tout le monde comprenne bien le fonctionnement de la chose. Malgré tout, on voit quand même que les solutions sont différentes. Alors déjà, Étienne, moi j'aimerais que parce que ça m'a surpris quand j'ai retranscrit donc les poèmes. Il y a quelque chose que je ne savais pas et que tu m'as appris en termes de métrique et de versification et qui induit la disposition de ton poème. Alors peut-être que tu peux nous expliquer ça pour les ignares comme moi qui ne sont pas au courant, quoi. En fait, j'ai essayé de faire des vers, alors une alternance de vers, un peu comme dans La Fontaine, par exemple, où on a une alternance d'alexandrins, de décasyllabes et de vers de diverses longueurs. Et en général, on présente les vers avec des retraits différents selon la taille. Donc là, il est un maître au-delà des collines, ça fait 10. Qui sait nos noms secrets, ça fait 6. Voilà. Il nous rappellera chez nous, ça fait 8. Hiver, printemps, automne, 6. Donc, bon. Voilà, la présentation en fait reflète cette alternance de vers. Il n'y a pas de rime, par contre. Je n'ai pas essayé de mettre des rimes ici parce que je trouvais que c'était des vers qui n'étaient pas classiques. Donc voilà, on pouvait se passer de rimes. Tu as fait ça pour tous les poèmes ? Oui. D'accord. Oui. Ça me semblait être une marque en fait de ce poète en anglais. Voilà. Alors moi, je m'aperçois que je suis le seul à avoir introduit des rimes qui ne sont pas dans l'original. Voilà, ça c'est la coquetterie de traducteur. Alors, je m'en explique. Voilà. Secret et été, c'est une rime moyenne. Ouais. C'est une entrée en matière. C'est une entrée. Non, mais il fallait le dire. Hein. Ouais, mais en revanche, mettre et être, c'est une belle rythme. Moi, je suis là, moi. Et alors pourquoi déjà, et vous allez souvent m'entendre invoquer cette explication, pour ne pas dire excuse, c'est que contrairement à mes petits camarades, moi j'avais le contexte, on va dire, du bouquin, et donc j'avais une idée à peu près moins hors sol du ton et de l'ambiance générale. Et par rapport à ça, le fait d'introduire des rimes, ça ne me gênait pas parce que ça collait à une certaine musicalité qui m'allait. Et puis j'étais trop content aussi, pour être tout à fait honnête, de pouvoir faire rimer maître avec être. Je me disais que bon, j'aurais pas souvent l'occasion, qu'il fallait pas la laisser passer, quoi. Tu penses que c'est dans le vocabulaire de ce chien, être ? Oui, il a un vocabulaire très riche, ce chien. Ah, j'étais pas sûre de son bagage.
Bah oui. Bah, tous les traducteurs savent que quand on entend un mot, quelqu'un vous donne un mot que vous ne connaissez pas, on meurt d'envie de le placer dans une traduction. Bon, donc voilà, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter là-dessus, oui. Attends. Oui, j'ai une question. Les deux, Dubas, Bernard et Santiago, vous avez donc introduit le verbe bêler, ce qui donne, c'est très drôle parce que ça donne, on imagine du coup un troupeau de chiens avec un mouton de berger. Est-ce que vous avez fait exprès que le chien bêle et pas le... que le maître des chiens bêle. Alors, du coup, oui, ça donne une espèce d'image inversée du troupeau avec le chien et les moutons. Mais vous avez fait exprès ou c'est juste pour belle pour mettre belle un peu des deux, mon capitaine. Alors moi, ça me dérangeait pas parce que par ailleurs, dans le roman, ces chiens sont du coup dans une espèce pas de guerre, on va dire, mais de repositionnement hiérarchique par rapport au maître, quoi. Et donc le fait qu'un maître bêle, ça colle bien avec ce qui est raconté par ailleurs dans le roman, où il y a une espèce de révolte par rapport au maître, etc. Donc le fait de donner une image négative du maître, ça collait. Et puis en même temps, effectivement, c'était bien parce que belle, ça simplifiait la tâche, quoi. Enfin, c'est quand même une petite licence que vous prenez, hein, ce maître chevreautant. Oui, bon, c'est pas dans le. Non, mais il y a aussi vous sapez son autorité. Moi, dans mon cas, c'est que j'adore les accents circonflexes et que parce que on prend il faut deux doigts pour le faire. Et que donc si j'ai deux mots à choisir, je prends celui qui a l'accent circonflexe. D'accord. Et que là, moi, je pensais pas aux moutons, je pensais aux chèvres. Voilà. Ça mêle une chèvre. Non, mais en fin de compte, j'ai pensé à Bélé pour faire Bella, et puis qu'après, j'ai reconstruit le truc autour. Hein. Mais donc, j'ai pas pensé aux chèvres au départ, évidemment. Oui, non, oui. Y en a-t-il dans la salle qui se sont essayés à l'exercice, qui aimeraient intervenir? Bon. Surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Bon, on va passer au suivant. Alors, celui-là, c'était un qui était assez simple. Donc, passons au suivant, qui était quand même beaucoup plus compliqué. Alors, vas-y Camille. Summer is full of smoke and endless lawns. Quietly, whether across moss or algae, knee over the railing of the little porch, fate comes. Alors, bon, pareil, étant donné que vous ne voyez pas la liste des noms, je ne vais pas trop m'étendre sur la partie devinette. Alors, il faut savoir que c'est pareil, dans le roman, les poèmes sont présentés comme ça, sans aucune indication, et sans même que soit fait mention dans la narration proprement dite, cette contrainte oulipienne. Elle est juste évoquée dans la postface. Donc voilà, et on a tous dû, et moi, quand j'ai passé les poèmes à mes petits camarades, je leur ai pas donné non plus de correspondance entre un poème et un nom. Ils ont dû la chercher eux-mêmes. On a tous commencé on avait par la liste des noms. Ouais. On savait quel prénom on cherchait. Ouais. Oui, voilà. Et c'est pas toujours évident, mais enfin, on y est arrivé quand même au bout d'un moment. Ouais. Donc voilà, je vous révèle celui-là. C'est Ronaldinho. Ça se prononce Nio? Ronaldinho. Look, Ronaldinho over. Ronaldinho. Donc voilà, celui-là, il fallait quand même le trouver. Et l'intérêt de ce poème, et je trouve qu'il illustre très bien une difficulté qu'on connaît tous en traduction, c'est-à-dire que bon voilà, là maintenant on a compris ce qu'il faut faire, mais c'est là que le boulot commence parce qu'il va falloir traduire ça, inclure un Ronaldinho dans la traduction de ce poème en français, quoi. Donc on va poursuivre dans le même ordre. Donc vas-y Mona, j'affiche en même temps. Alors moi j'ai adopté la prononciation française de Ronaldinho. Ronaldinho. Été de fumée et de pelouse sans fin. Lentement, foulant algues et mousses, il s'en vient. À croupeton, il se hisse sur l'étroit perron et trôna le digne oracle du destin. L'été... Alors, oui, comme c'est mon temps. Particulièrement bon, vous avez le droit d'applaudir.
L'été étire ses fumées et ses pelouses à perte de vue. Sans un bruit, dans la mousse ou au milieu des algues, la patte à travers la rambarde du perron, coronal, digne, ô destin, je te vois venir. Et quand c'est pas bon, vous avez le droit de huer. Évidemment. Rôde la fumée estivale, banale pelouse sans fin, doucement divan de mousse ou bien d'algues, nos genoux sur la rampe du petit porche, vient le destin. Bernard, il faut le lire à la verticale. Oui, c'est un acrostiche. Oui, c'est un acrostiche. Mais on va revenir là-dessus. Il y a Ronaldinho. Mais pas en un bout. Personne m'a demandé de le faire en un bout. Ah ben, Non, c'est pas une coquetterie, c'est une façon de cacher le nom d'un chien dans le poème. t'aurais pu aussi le cacher dans c'est- plusieurs non, poèmes. je dois avouer que ça demande aux chiens qui écoutent ce poème une attention particulière, une certaine intelligence, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut oui, il ne faut pas qu'ils pensent comme Mona que tout est tout simple. Bah, un chien dans qui la aurait vie. mon intelligence n'entendrait jamais Ronaldinho, parce que moi j'ai une intelligence plutôt dans le sens de la lecture. Avec Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut un chien d'une intelligence particulière. Il n'y a pas beaucoup de chiens plus intelligents que moi, Bernard. Mais bon, arrêtons. Björn. Après, un poème, ça s'accentue, donc il y a une manière de le faire entendre. Dire, Dans la fumée estivale, banale, pelouse sans fin, doucement divan de monde. Ouais. Oui. Attends, je vais peut-être expliquer la citation que j'avais donnée de Roubaud. Oui, vas-y, je t'en prie. J'en profite pour tout à l'heure, quand dans l'introduction, donc j'ai cité une phrase de Roubaud. Roubaud, donc il y a un des livres de Roubaud que j'ai traduit, et dans ce livre il y a le langage chien. Hein. Et le langage chien est un langage incompréhensible. Parce que d'abord il y a le chien, puis il y a le chien inversé. Et ce langage est absolument incompréhensible. Donc, quand j'ai traduit ce livre, j'ai demandé à Jacques Roubaud de m'aider en lui disant « Donnez-moi la contrainte qui a organisé le langage chien ». Et il a réfléchi un moment, il a dit « Tous mes copains de l'Oulipo, ça fait 1 an qu'ils cherchent, ils n'ont pas trouvé la contrainte. Donc, je ne vais pas vous donner la contrainte, à vous. » On a attendu un moment, moi j'étais toujours en train de traduire ce livre, et puis au bout d'un moment, j'ai eu une idée, je lui ai dit « Mais Jacques, traduisez-le. » Et puis moi, je le mettrai là-dessus. Et puis il a dit, tiens, c'est une bonne idée ça. Puis il a dit, mais vous aurez la pierre de Rosette, ça sera beaucoup plus facile pour vous de trouver. Et donc, quand le livre a été publié en anglais, ce que les Anglais qui ont été trouver la contrainte dans le langage chien, ceux qui ne savaient pas que non seulement il y avait une contrainte extraordinairement compliquée qui était fondée sur la théorie des groupes, mais qu'en plus c'était du français derrière. Ils ne savaient pas que je ne l'avais pas traduit, ce poème. Parce que j'étais incapable de traduire un poème dont je ne connaissais pas la contrainte. Donc voilà. Et donc il y a du langage chien déjà dans ce livre, qui s'appelait La princesse Hopi. Eh bien, très bien. Alors je vais vous lire le mien. L'été est plein de fumée, de pelouse sans fin. Calmement, sur la mousse ou sur les algues, il enjambe la rambarde de la petite véranda, mais nul héros n'a le digne honneur d'accueillir le destin qui approche. Donc... Je remarque que moi, je ne savais pas que ça se prononçait Ronaldinho. Non, mais je fais plates excuses là-dessus. Et que, en fin de compte, moi, j'ai fait une erreur, hein, puisque c'est Ronaldinho et pas Ronaldinho. Mais en anglais, vous avez remarqué que son D ressemble beaucoup à un G, quand même. Hein. Alors, c'est le G portugais. C'est le G portugais, en fait. Voilà. Ah, ça se prononce Ronaldinho? Oui, le Gino. Oui. D'accord. Bon. Sous contrôle, Ça se plus ou prononce moins. surtout avec plusieurs Brésilien, en tout cas. vers à la suite. How the sky moves above the world, how the ground's fur is changed, all to distract the dog with bones, buried or dug. He will wander unsatisfied. Donc celui-là, pas trop difficile à trouver. En revanche, vous allez voir encore diverses solutions. Donc, on y va. Alors, ladies first. Donc, comme le ciel bouge au-dessus du monde et comme a changé la fourrure du sol,
Tout ça pour distraire le chien avec des os enfouis ou déterrés. C'est un doux guignard, éternel errant. Ce ciel qui défile au-dessus du monde, ce poil de la terre renouvelé, ne font que détourner le chien, le dog, il errera insatisfait, de l'os qui affleure ou enfoui sous terre. Ok. Donc le mien, où sans sky moufle un bœuf, the world, où gronde, feur richangé, alto distrait les docs visbone, bourré d'or dougi, will, inder, insatisfait. Bravo. Alors, comme le... J'ai rajouté une contrainte. Hein. Oui, mais on va en parler, on va en parler. Comme le ciel bouge au-dessus du monde, comme le pelage du sol est changé, et pour distraire le dog, il faut des os, enterrés ou déterrés. Il va errer insatisfait. Et donc là, effectivement, alors moi j'étais très content parce que, comme certains d'entre vous le savent, nous, avec Camille d'ailleurs, nous formons un groupe qui s'appelle les Outranspiens, où nous faisons de la traduction créative, et un des versants de la traduction créative, c'est la traduction homophonique. Alors j'étais particulièrement content que Bernard choisisse cette solution, qui est donc une traduction homophonique du poème. Alors je voudrais bien que tu nous la relises à cette... voilà. Avant de commencer, donc ça c'était le premier poème dans la liste que tu nous avais donné, et j'ai commencé en me disant que j'allais faire ça pour les 15 poèmes, et le temps que j'ai mis à traduire le premier poème a fait que je me suis dit que non, je n'allais pas le faire. Alors, je vais vous réafficher en anglais, ouais, pendant que Bernard voilà. la lit, quoi. Donc, voilà. Donc je vais vous le relire. Où sans sky moufle un bœuf, the world, où gronde feur richangé, alto distrait les docs visbone, bourré d'or dougi, will, inder, insatisfait. Donc voilà, très bel exemple de traduction homophonique. Et oui. Je ne suis pas traducteur, mais j'aime bien traduire un petit peu l'anglais. Alors, quel chambardement dans le ciel au-dessus du monde, quel changement dans le pelage du sol, tout ça pour embarrasser le chien avec des os enfouis ou tirés d'un trou qu'une dague y fit. Il errera insatisfait. Bravo. Donc là, c'est qu'une dague y fit. Qu'une dague y fit. Ouais. Très bien, bravo. Poème suivant. In the sunny world, with its small things moving too fast, I shy away from light, and in the attic cause the dark. Bon, celui-là, assez facile. Hein. Alors, Atticus, oui, bien sûr. Donc, voilà. Et nos solutions. Il était un poil de chien difficile, celui-là. Alors, dans le monde ensoleillé, où les petites bêtes se hâtent, tiquent ou spillent, je fuis la lumière et sous les combles maudis l'obscurité. Tu peux le redire. Dans le monde ensoleillé, où les petites bêtes se hâtent, tiquent ou spillent, je fuis la lumière et sous les combles maudit l'obscurité. Oui, c'était mieux la deuxième version. Il faut prendre son souffle. Ouais. À toi, Étienne. Fuyant le soleil et toutes ces choses qui dans l'air gesticulent, je monte au grenier tout des caticus bouder les asticots et maudit l'ombre. Tout des caticus. Bon, Bernard. Attendez que je le retrouve. Ah voilà. Attendre dans un monde solaire avec ces petites choses qui vont si vite que je m'écarte de la lumière, usant d'injures dans le grenier noir. Solution acrochistique, une fois de plus. Et quant à moi, dans le monde ensoleillé, avec ces petites choses qui bougent trop vite, je fuis la lumière et maudis l'ombre dans l'attique. Eusses-tu fait de même?
de l'utilisation de l'imparfait du subjonctif pour les traductions. Mais j'ai envie de poser une question à mes camarades traducteurs, parce qu'on est censé pas être d'accord, je me force à pas être d'accord. Mais moi, je suis absolument pas d'accord avec aucune de vos versions. Hein. Ouais, bon, alors, bon, ton approche verticale, soit, je vais pas revenir là-dessus. Mais enfin, things, vous avez tous décidé de traduire ça par chose, mais enfin, on sait que thing, en anglais, ça peut être animé. Et pourquoi vous avez tous choisi chose? Parce que a thing, ça peut être aussi une créature. Point d'interrogation. Alors, moi, j'ai une réponse, mais j'aimerais bien entendre la réponse de mes camarades d'abord. Oh, ça m'a pas choqué, moi, qu'on emploie le mot chose pour désigner des petites créatures volantes. Je suis d'accord avec Mona, sauf que thing, c'est aussi chose. Oui, donc on a le choix. Vous trouvez ça drôle? Non, c'est vrai que j'ai un souvenir, c'est un souvenir ancien de discussion, quand je démarrais dans la traduction, de discuter justement avec des correcteurs, avec des éditeurs, et qui me disaient, mais en anglais on dit thing, c'est tout le temps anything, etc. Et qu'en français on essaye d'éviter trop souvent le mot chose. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je l'ai entendu à une époque. Et c'est vrai que quelquefois, quand je traduis thing, je me rappelle cette notion, etc. Mais là, c'est un petit peu un autre débat. C'est vraiment un sens de think qui peut être une créature. Et là, comme ça bouge, j'ai plus penché vers le sens de créature que vers le... Moi, je vais défendre les miens. Quand je dis avec ces petites choses qui vont si vite, moi, je vois des animaux. Ah, ouais, moi aussi. Je vois des animaux, moi. Non, pas vous? Hein, les petites choses qui bougent vite, c'est un cafard, c'est à 1000 pattes, ça bouge tellement vite à 1000 pattes. Non, moi je trouve que c'est ouvert dans l'anglais. Et si je dis des bêtes, tu vois des objets? Non, je pense à des gens pas très intelligents. Ah, bah vous voyez la polysémie des mots, bon. Moi je trouve que with its small things moving too fast, ça peut être des bestioles, mais ça peut être aussi des petites choses comme oui, dans le printemps, il y a pas mal de les trucs pollen qui roulent et les en Arizona devant les films de cow-boys là. C'est des petites choses qui roulent très vite. Alors, moi encore une fois, j'avais plus de contexte, donc pour moi c'était plus facile, parce qu'en fait, Atticus, ça c'est un rêve récurrent dans le bouquin. Chaque fois qu'il rêve, lui, son truc, c'est il voit des milliers, alors en l'occurrence, ce sont des petits rongeurs, des lapins, des choses comme ça, et lui, il adore chasser, lui, dans les chiens, c'est celui qui veut revenir à l'ancienne vie du chien, qui refuse le langage, etc. Et donc lui, la chasse, courir derrière les bestioles, c'est ça. Et donc ça, c'est une traduction d'un de ses rêves récurrents dans le bouquin. Et effectivement, pour lui, en fait, avant qu'il ait l'intelligence, c'était pas des animaux, c'était des choses qui cavalaient, qu'il aimait bien attraper. Et maintenant qu'il est devenu intelligent, mais qu'il refuse cette intelligence, pour lui, c'est important de dire que ce sont des choses et que ce ne sont pas des êtres vivants, parce que c'est juste quelque chose qui est là pour que les chiens courent derrière. Alors évidemment, moi j'ai beau jeu de balancer ma petite explication bien empaquetée, que je n'avais pas fournie à mes petits camarades et qui donc ne pouvaient pas s'abriter derrière, quoi. Elle est assez recevable. Mais vous remarquerez qu'on a tous utilisé le mot maudire. Hein. C'est qu'il y a quand même on sent que c'est le même poème au départ. Hein. Tous les quatre ont le mot maudire. Mais c'est vrai que, si je puis faire une petite digression, évidemment qu'il y avait la contrainte principale du prénom, mais assez curieusement d'avoir aucune autre contrainte, c'est-à-dire pas de contexte, de pas vraiment savoir l'auteur qui il est. Au début, j'avais un petit flottement, que je me disais, mais comment s'exprime ce chien? Quelquefois, j'avais un peu peur de lui donner plus de vocabulaire ou plus... Bon. Ah ouais, moi, j'ai pas fait attention, là, du tout. Ouais, sûrement. Bon. Pardon? Pardon? Il n'y a que toi qui n'as pas utilisé maudire. Ah ouais, ben je m'écarte. Je m'écarte de la lumière. Ouais, parce qu'il a eu besoin d'un... Pardon, j'ai cru que je l'avais utilisé, non? J'ai cru que je l'avais utilisé. C'est ce qu'on appelle le phénomène de capillarité. Ouais. Ce qui est bien du domaine. À vrai dire, en lisant, en entendant ton poème, Bernard, je voyais plutôt dans les petites choses les grains de poussière qui sont pris dans un ray de lumière, qui pouvaient entrer eux aussi dans le rêve du chien. Mais tout le contexte, le grenier, le monde solaire, ces petites choses qui vont... Voilà, c'est ça qui est apparu comme image. Si je peux me permettre de te corriger,
si tu te souviens des petites choses qu'on voit dans les rayons de lumière l'été, avec les volets fermés, etc., ça ne va jamais très vite. C'est toujours très lent. Hein. Merci pour cette correction de ma vision. Non, et de toute façon, j'ai envie de dire que cette ambiguïté, si vous regardez bien, elle est aussi présente dans le poème anglais, dont on ne sait pas, ça pourrait être éventuellement des petites choses qui flottent dans les rayons de lumière. Et voilà, c'est inhérent au poème, quoi, de toute façon, quoi. Donc, et c'est ça aussi que je trouve intéressant, quoi, le fait qu'on puisse soit être un peu plus explicatif, légèrement, comme nous l'avons été Mona et moi, et Étienne, soit plus flou. Oui, voilà. Donc, en tout cas, une bonne occasion. Avec Étienne, nous avons saisi l'occasion de l'imparfait du subjonctif, ce qui est toujours agréable en traduction. Vous connaissez peut-être le poète de Cornouailles, Charles Cosley, pas très connu, mais un très bon poète. Il dit que le poème, it's a living thing, it changes all the time. C'est une chose vivante qui évolue tout le temps, le poème. Hein. C'est de Charles Cosley, très bon poète, dont on fête le centenaire de sa naissance début juin à Launceston, en Cornouailles. Hein. Voilà. Merci. Bon, alors celui-là, il est un peu plus long, donc vas-y Camille. Et bon, celui-là, il est intéressant sur des titres un peu autres que la contrainte proprement dite. Mais allons-y. The lake comes to the fringe while lights go up around the bay. Somewhere near, cow flesh is singed, some smoke floats above the walkway. I've eaten green that comes up black, rising cold from torrid mud. I've licked my paws and tasted blood. What is this world of busy lies? Some urban genie feeding food to flies, pardon. Ok. Donc c'est pareil, hein, j'entretiens pas trop le suspense. C'est Benjé. Alors, ce qui est étrange, c'est que ça s'approche beaucoup du poème qui s'appelle The Philosophical Cowboy, qui est le poème qui a été traduit et qui est le sujet du concours qu'on aura demain soir au Nôtes. C'est aussi un poème un petit peu sur un chien philosophique dans l'Ouest. Voilà. Et alors, bon, celui-là, vous allez voir, en fait, ce que j'ai surtout trouvé intéressant là-dedans, c'est pas tant la traduction de la contrainte que toute la traduction du début du poème, qui, pour le coup, pose des problèmes, je pense, de traduction, je dirais, standard. Bah, le premier vers est un vers classique qui embête tous les traducteurs. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Dès qu'on le voit, on se rend compte qu'on va avoir un problème. Voilà. Fringe est une horreur à traduire en français. On va voir dans quelle diagonale ou verticale tu nous l'as fait. Allez, allons-y, lançons-nous. Lançons-nous. Alors vas-y, Mona. Je me suis lancée dans la rime plus ou moins boiteuse. Le lac lèche les rives envahies par la bourrache, tandis que s'allume la baie. Tout près, on brûle de la chair de vache. La fumée flotte au-dessus du sentier. J'ai mangé du verre qui ressort noir, surgit froid d'une boue chaude comme un brûloir. Me léchant les pattes, j'ai senti le goût du sang. Le monde n'est-il qu'une pauvre aubaine giga-mensongère ? Je ne sais quel génie urbain nourrit les coléoptères. La rime est un peu approximative, par moment. Est-ce que tu as senti mon hommage à Baudelaire, là, quand même ? Pas sûr de l'avoir senti non plus. Ah. Le lac se perd aux marges, et soudain la baie s'illumine. Non loin de là, une flambée de bœuf en retrait de la promenade. Aubaine, j'y hume un fumet qui me suit. Je me suis régalé d'un verre devenu noir, relevé gelé d'une boue torride. Sous la langue, ma patte prend le goût du sang. Qu'est-ce donc que ce monde aux mensonges affûtés ? Un génie urbain nourrissant les mouches. Le J-hume est une merveille. J-hume est beau. À toi, Bernard.
Le lac s'effrange sur ses rives, tandis que s'éclaire le pourtour de la baie. Tout proche, on sent roussir la chair de vache. La fumée s'élève au-dessus de l'allée. Noire la verdure que j'ai mangée, qu'arrache froide une benne gigantesque. J'ai goûté le sang en me léchant les pattes. Qu'est donc ce monde de mensonges actifs? Un génie urbain qui nourrit les mouches? Le lac vient à la frange, tandis que des lumières naissent autour de la rade, à côté, quelque part, la grillade qu'on mange. De la fumée s'élève dessus la promenade. J'ai avalé du verre qui se révèle noir et fait pousser du froid dans de la boue torride. Puis j'ai léché mes pattes, senti le goût du sang. Quel est donc ce monde aux mensonges incessants? Une fée urbaine J qui fait bouffer les mouches. Donc voilà, alors là, vous avez vu, pour la contrainte Benji, en fait, chacun a trouvé un peu sa solution, mais c'est... je dirais que ce n'était pas la principale difficulté. En revanche, exactement comme l'a dit Bernard, le premier vers, il posait problème. Alors, vous remarquerez que dans la version de Mona, la fringe disparaît complètement. Je veux dire, on élude le problème. Hein? Alors, eh bien, Bernard, je te ferai remarquer que la fringe se retrouve dans le verbe. Pourquoi tu crois que j'ai mis lécher? Pour ce mouvement comme ça de recouvrement, je pense qu'on peut déplacer le sens du substantif au verbe. Oui, je pense aussi. Tu penses aussi? Je ne suis pas sûr que ça marche, là. Bah, qu'en pensez-vous? Pas pour moi, fringe et lécher, c'est deux choses différentes. Explique-nous ce que c'est pour toi que fringe. Parce que moi, ce que j'ai vu, mais peut-être que je me trompe, j'ai vu un lac qui soit a une légère marée quand même, soit il y a le vent qui fait que l'eau a un petit mouvement et crée cette fringe. C'est ça que j'ai vu. En retraduisant vers l'anglais, on tombe sur le verbe to lap. Ouais, enfin, tu sais qu'on peut avoir deux mots pour une image aussi. Ouais. Ah bon? Non, mais en revanche, si vous me permettez d'intervenir, avant qu'on se fasse voir. Moi, dans The Fringe, ce qui m'a surtout interpellé, c'est la polysémie, parce que The Fringe, c'est aussi la marge. Ouais. C'est aussi alternatif. Ouais, au sens alternatif, le contraire des clous, quoi, on va dire, et du mainstream. Et donc moi, je pensais que ça, c'était important de garder ça. Et puis, deuxième chose que je trouvais importante, c'est The Lake Comes to the Fringe, qui est un truc très rythmé, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc, et qui pose ça, et puis après, on repasse sur une autre métrique qui est plus développée. Et donc, au début, moi, je me suis vraiment concentré sur le rythme. Le lac s'effrange sur ses rives, c'est exactement ce que tu dis. Alors après, on a des approches différentes du rythme. Moi, j'ai traduit par « le lac vient à la frange », que je trouvais rythmiquement collé. Et puis, dans la frange, je trouve que, en fait, le mot français, si on fait un peu abstraction de la connotation capillaire de frange, mais on obtient bien quand même le côté, voilà, sorti de la doxa, la frange, et donc ça, pour des raisons rythmiques et pour des raisons sémiotiques, j'avais envie d'avoir un truc comme ça, même si effectivement le lac vient à la frange. Si on fait ça, point final, les gens vont vous regarder un peu comme ça, ça exige un peu peut-être une explication ultérieure, quoi. Ben, moi, j'aime bien pour l'oreille et pour le rythme, mais tu penses vraiment qu'il y a le sens marginal dans le poème? Ah oui, oui. De fringe? Ah oui. En anglais, fringe, moi je pense, la première chose à laquelle je pense, c'est le côté, à cause de la pièce de théâtre Beyond the Fringe. Mais là, toi, tu l'as vu, le sens marginal de... Enfin, je le connais, ce sens-là, fringe, mais là, j'avoue... Moi, j'ai traduit par marge, donc oui, je ne peux pas dire non. Vous l'avez tous mais moi, ce que j'ai vu, c'est une sorte de paysage, en fait, on a l'impression, moi c'est comme ça que je l'ai vu, que ce chien en fait voit une longue promenade qui va assez loin et qui est entre lac et baie.
c'est comme ça que j'ai interprété. Moi, j'ai surtout ce pensé passage. que le verbe réflexif s'effranger est trop rarement utilisé en français, et que je pense que c'était une belle utilisation, un beau moment de l'utiliser. C'est vrai. Faut Moi, jamais ça perdre m'évoquait une occasion de placer d'utiliser un mot, ça c'est Il y a clair. quelqu'un qui veut parler là-dedans. Ah, Dominique. Vous êtes le seul qui avait introduit une allitération dans le dernier vers, comme dans le poème anglais. C'était délibéré, c'est un heureux accident ou Oui, alors c'est là- venu après coup? Non, c'était délibéré parce que effectivement. Non, mais c'est vrai qu'il fait bouffer. Qui fait bouffer, feeding food. Fait déjà, il y a fait, Ouais. fait bouffer. Ouais. C'est- Donc, qui fait bouffer, effectivement, feeding food. Bon, c'est pas arrivé par hasard, malheureusement, parce que si ces choses-là m'arrivaient par hasard, je traduirais beaucoup plus vite. Non, j'ai mal posé ma question. Je veux dire, est-ce que c'était une des contraintes qui pour vous était prioritaire ou est-ce qu'elle est venue par surcroît? Alors, j'ai pas de souvenir précis de la jeunesse de la chose, mais en tout cas, je sais que c'est des choses auxquelles je prête beaucoup d'attention. Le rythme, les allitérations, le fait que ça fasse écho à une certaine musique rythmique qui est très importante, je trouve, dans le poème anglais, parce que là, à la limite, bon, il y a des rimes, et moi aussi, j'ai essayé d'introduire des rimes, mais en anglais, même quand il n'y a pas de rimes, souvent, il y a une métrique, il y a une musique qui fait le poème, et moi, tant que faire se peut, j'essaie de le reproduire en français, et donc... voilà. Et puis même, parfois, là par exemple, dans le dernier vers, j'ai pas la même métrique que celle de l'anglais, mais j'ai quand même un truc qui évoque une métrique anglaise dans le sens qu'elle est rythmée, parce que moi je lis ça, une fée urbaine J qui fait bouffer les mouches. Donc il y a une espèce de rythme comme ça qui est plus de l'ordre de l'alexandrin, donc qui ne correspond pas au rythme anglais, mais qui lui fait écho, quoi. Il y a un passage quand même qu'on a compris de façon très différente. Si tu peux remettre la version anglaise. Oui. C'est vraiment au plein milieu du poème. I've eaten green that comes up black, risen cold from torrid mud. Et les traductions sont très différentes. Les traductions pour lesquelles on a opté. Moi, c'est assez ouvert en même temps dans le texte original. Je me suis régalé d'un vers devenu noir. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Relevé et gelé d'une boue torride. Moi, j'ai interprété que c'était lui qui se relevait de la boue, et c'est pas l'interprétation de tout le monde, c'était un passage relativement ouvert aussi. Alors, j'ai avalé du verre qui se révèle noir et fait pousser du froid dans la boue torride. Ouais. J'ai mangé du verre qui ressort noir, surgit froid d'une boue chaude comme un brûloir. Ou alors, noir la verdure que j'ai mangée, qu'arrache froid d'une benne gigantesque. On est face à des solutions très différentes. Ouais. Alors, moi, pour la compréhension de ça, j'ai vraiment été très terre à terre, très littéral. C'est-à-dire que pour moi, pour avoir eu un chien longtemps dans ma vie, les chiens mangent de l'herbe et ensuite ils vomissent. Et pour moi, c'est vraiment cette image-là. J'ai avalé du verre qui s'est révélé noir, c'est-à-dire qu'il a mangé de l'herbe et qu'il l'a régurgité, quoi. Je pensais la même chose. Et en revanche, risen cold from torrid mud, pour moi, c'est le reason, je l'ai redistribué sur I have. Donc c'est I have eaten, I have risen. Enfin, en le disant, je me dis que je suis peut-être allé un peu trop loin dans ma redistribution, qui n'est pas forcément très grammaticale, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu en le traduisant, quoi. Non, mais c'est intéressant de comparer, parce que moi, dans ces deux vers-là, on a des visions, on peut voir telle ou telle chose, mais en même temps, on n'est pas sûr. Oui. En fait, vous avez tous les deux compris la même chose. Je ne sais pas, toi, Bernard, ce que tu as compris. Moi, j'avais compris, pour moi, là, je ne sais plus comment c'est en anglais, mais c'est toujours le verre qui est froid et qui est... I've eaten green that comes up black, risen cold from torrid mud. Ouais, j'avais pas compris comme vous. Tu avais compris quoi, toi, Bernard? Moi, j'avais compris la même chose avec le chien qui mange de l'herbe et qui le recrache noir. Mais toi, tu comprends que c'est le chien qui ressort froid, qui est risen cold? Je sais pas. Ou c'est l'herbe? Ou c'est pas? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la verdure qui. Mais de toute façon, moi, j'ai été obligé de rajouter la benne, qui n'est absolument pas. Donc, ça, c'est vraiment une. Ouais.
La benne gigantesque, donc, qui était... Mais il y a une chose qui est intéressante, qui serait peut-être intéressante de voir entre nous, c'est on a le poème devant soi, on a la contrainte, on a trouvé le nom du chien, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me suis rendu compte que la première chose que je faisais, c'est le nom du chien. Et que donc le nom du chien, avant même de comprendre ou de le relire ou d'étudier le poème pour le traduire, j'essayais de voir comment j'allais placer ce nom de chien. Et que donc, par exemple, là, j'ai pensé, donc Benji, on n'a pas énormément de choix, hein, en réalité. Souvent, on n'a pas énormément de choix. Et donc, le premier mot qui m'est venu, c'était benne. Une benne, hein, qui n'a rien à voir avec le poème. Hein, absolument. Et que donc, j'ai essayé de faire tourner mon poème autour de ça, en même temps, tout en essayant de garder le sens. Et je m'aperçois d'ailleurs que par rapport aux autres traductions de ces autres poèmes, que c'est le poème où je suis le plus proche du texte anglais, dans le sens en tout cas. Excepté la benne gigantesque, hein, excepté celle-là. Mais voilà, je ne sais pas, dites-moi comment vous passiez par rapport à cette contrainte du chien. Je ne me souviens pas avoir une méthode qui ait marché pour tous les poèmes. Ça dépend vraiment des poèmes. Je pourrais pas dire. Est-ce que le nom du chien se retrouve dans vos traductions à l'endroit où il se trouvait dans le poème anglais? Non. Pas forcément, et moi, pour enfin, il y a eu des cas où j'ai fait comme toi, j'ai cherché d'abord le nom des chiens, mais d'autres où, au contraire, je me suis dit, bon, je verrai bien. Et par exemple, pour celui-là, j'ai eu une version avec la benne. Elle n'était pas gigantesque, elle avait un J, je ne sais plus quel J, mais bon, après, je me suis dit, c'est vraiment... Mais non, je ne me souviens plus. Ça aurait été drôle si tu l'avais gardé. Hein. Oui, mais elle était c'est vraiment... C'est quand même ce qu'il y a de mieux dans le poème. Par les poils de chien. Dommage d'avoir enlevé. Et elle était dans la ligne, du coup, pas dans le même vers. D'accord. Mais il y a certains poèmes où, ne trouvant pas le chien, je me suis dit, je traduis le poème et puis après, moi aussi d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai essayé, dans un premier temps, de garder le nom là, à peu près où il se trouvait. J'essayais déjà dans ce sens-là. Après, quand ça ne marchait pas pour une raison ou pour une autre, je déplaçais. Mais là, bon, quand il y a Urban Genie, moi, j'ai tout de suite pensé à mettre urbaine, parce qu'il y avait ben, c'est-à-dire mettre urbain au féminin, urbaine, génie fait. Et donc là, après, bon, j'ai rajouté le J, parce que bon, quand tu es à ben et qu'il te faut un J, forcément... rapidement, le choix s'impose. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai pensé... C'est bien ce J-là, on peut penser à ce J-là. Ouais. Encore un accent circonflexe, non? Oui. Ouais. Oui. On va trouver une façon de prononcer, d'ailleurs. Ouais. Non, mais ce qui est étrange, c'est que je me rends compte maintenant, j'y avais pas pensé avant, c'est que quand j'ai lu le poème en anglais, que j'ai trouvé à l'endroit où était le chien, j'ai fait mon possible pour pas faire, parce que souvent on pouvait faire la même chose que lui. Hein. Par exemple là, urban. Hein. Et j'ai fait le contraire. J'ai vraiment essayé de ne pas faire ce qu'il avait fait. Hein, donc un effort volontaire de ne pas utiliser le même système. Hein. Oh, qu'est-ce que j'en sais? Dis-moi. C'est le plaisir de surtraduire. C'est tellement bien. Puis là, quand même, on avait d'autant plus de liberté que... toi, tu avais quand même une petite contrainte supplémentaire, accessoirement, c'est que ça a été publié, tes versions. Oui, voilà, c'est ça que l'éditeur ne me disent pas. Par exemple, je ne pense pas que... Encore que... Bon, je m'entends très bien avec l'éditeur, mais une traduction homophonique des poèmes, il aurait peut-être moins adhéré au concept, quoi. Il fallait quand même un petit peu de sens, et puis... Donc, effectivement, là... Dans le cadre du tournoi, on peut se permettre plus de trucs que dans le cadre d'une, on va dire, d'une traduction publiée, quoi. Je voulais dire, enfin, j'avais véritable traduction sur mes lèvres, et puis je me disais non, c'est pas le bon terme, c'est pas comme ça qu'il faut tourner la chose, quoi. Donc traduction publiée. Bon, on avance. Je propose ma traduction, si vous voulez. Ah avec plaisir. Le lac parvient à la rive au moment où apparaissent les lumières autour de la baie. Quelque part, tout près, on brûle de la viande de vache. La fumée se déploie au-dessus de l'allée couverte. J'ai mangé du verre qui ressort noir, surgit froid d'une boue brûlante. J'ai léché mes pattes et goûté du sang. C'est quoi ce monde d'importunité mensongère? Ben, j'imagine un de ces génies urbains qui donne à manger aux mouches.
Et si je peux me permettre, j'ai aimé votre traduction, mais je peux me permettre une critique. C'est que quand j'ai entendu votre deuxième vers, moi j'ai entendu autour de la B, A de B, E. Mais vous rajoutez un sens en fin de compte. Autour de la baie. Non, Bernard, tu passeras à Confesse. Je crois que le dispositif du poématon est encore là. En tout cas, bravo, parce que franchement, c'est un poème qui n'est pas très facile, en fait, hors contrainte, je dirais simplement le poème en lui-même. D'ailleurs, on est déçus quand même que vous n'y en ait pas plus, hein, qui a été traduit par vous. Feignant. Feignasse. T'en as pas traduit, toi? Non. Justement, tiens, on va te faire travailler. Allez hop, vas-y. The leaves, they run like mice, while birds peck at the ground. The wood has rotted in its bin, the grim axe has come round. Oui, donc, là, il est assez facile, hein, Max, ouais. Alors, vous verrez que encore une fois, Bernard a su faire preuve d'inventivité. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, Max. Tu l'as, Mona? Oui, je l'ai. Où est-il? Attends, pardon, je suis désolée. Parce que je les ai par numéro. Moi aussi, c'est le 12. Non, le 11. Je vous fais entendre, en plus celui-là, bon, il n'est pas formidable. Vas-y. Les feuilles courent comme des souris et par terre les oiseaux picorent. Dans son panier, le bois de sumac s'est gâté. Elle s'est abattue, la hache brutale. Parmi les feuilles, telles des souris qui dansent, quelques oiseaux donnent des coups de bec sur le tarmac. Sinistre, la hache est venue et le bois a pourri dans sa corbeille. Feuilles filent telles des souris. T'as vu le feu? Feuilles filent telles des souris, tandis qu'oiseaux picorent le sol, les bûches pourrissent dans leur caisse, la hache macabre caracole. C'était en désespoir, hein, parce que j'arrive pas à le trouver. Les feuilles, elles trottent comme des souris, tandis que les oiseaux picorent sur le sol, le bois dans sa caisse a pourri, et la sinistre hache aime accéder au col. Puis alors, je vois que tu es le seul à avoir gardé je ne sais pas comment ça s'appelle, la césure du premier vers. Oui. J'ai essayé de la récupérer, moi, dans le dernier, mais tu sais, enfin, le truc, les feuilles, virgule, elles courent. On peut mettre une virgule après feuille, là, si tu les veux. Feuilles. Feuille, virgule. Elles, oui. En tout cas, moi, je suis content que tu dises ça, Mona, parce qu'effectivement, en anglais, il y a cette espèce de tournure qui m'a semblé important de conserver, quoi. Ça m'avait soucié de ne pas le faire, alors je m'étais dit, je le mets au dernier vers, ça rattrape un peu, mais enfin bon. C'est pour ça que j'ai mis, elle s'est abattue, virgule, mais c'est bien comme ça. C'était quoi en anglais le premier vers? Je remets The leaves, they run like mice. Ouais. C'est pas très très habituel, enfin super fréquent. C'est pas super fréquent en anglais, cette tournure. Non, mais c'est amusant, c'est qu'on a tous traduit run par un verbe différent. C'est vrai? Je crois. Attends, remets-les. Court, danse, file, trotte. Ouais. Qui dira qu'on n'a pas de verbe de mouvement en français, hein? Qui va se plaindre? Bon, et pour les rimes, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, toi, Mona, t'as pas rimé? Non, celui-là, je vais pas rimer. Si, sol et caracole, hein, quand même. Sol et caracole, comme l'anglais, en fait. Alors, celui-là est pas mal aussi. Vas-y, Camille. In China, where wild dogs are eaten, I am dismayed to be in season. I curse men who think of me as food, and dream of rickshaws and lacquered wood. Alors celui-là, je le trouve magnifique, je veux dire, parce qu'il y a vraiment toute une histoire dans ces 4 vers. Hein. On retrouve plein de choses dedans. Alors bon, vous l'avez compris, c'était fric. Donc à freak shows. Bon, celui-là, pareil, assez facile à trouver. Enfin, je veux dire, trouver le prénom caché. Et donc, nos solutions. Vas-y, Mona. Alors, en Chine, où l'on mange les chiens sauvages, je suis de saison et ça me met en rage.
Je maudis ces hommes qui me veulent en fricasser et rêvent de pousse-pousse et bois laqué. En Chine, où chiens errants sont frits, quel désespoir d'être en chaleur. Je les maudis, ces hommes qui me verraient dans leur assiette, non sans rêver aussi de pousse-pousse et bois laqué. En Chine, où l'on dévore les chiens sauvages, consterné, je vois que la saison est au potage. Je hais ces gens pour qui je ne suis que repas et rêve d'un fricot sans moi à Sumatra. Ça rime lourd, là. Ah ouais, là. En Chine, où l'on mange des chiens sans maison, je suis navré d'être de saison. Je maudis ceux qui veulent me fricasser et rêve de pousse-pousse et de bois laqué. C'est quoi les chiens sans maison? Bah, c'est des chiens sauvages, quoi, les chiens qui n'ont pas de maison. Ah ouais. Bah, oui. Parce que les chiens qui sont pas sauvages, c'est qu'ils ont un maître et donc ils ont une maison. Ouais. Et puis, l'avantage, c'est que ça rime avec saison. Ça rime, hein, quand même. On a tous les deux fricassé. Ouais, fricassé. Mais alors moi, je suis quand même content parce que peut-être ça se remarque pas, mais j'ai navré. Et navré, quand on remonte à l'étymologie de navré, navrer quelqu'un, à la base, c'est lui mettre un coup de couteau. Donc on retrouve une espèce de sous-texte culinaire, enfin, que je suis peut-être le seul à voir, mais j'étais très content quand j'ai mis mon navré là-dedans, quoi. Tu veux dire que navré, étymologiquement, vient de Navajo? Ouais. Navaja. Navaja, pardon. Navaja. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai pensé, en traduisant le poème, mais je ne pouvais pas le placer, j'ai pensé au jeu de mots, et j'ai du fricassé. J'ai du fricassé. Oui. Et puis, bon, j'arrivais pas à le placer dans ce poème, c'est trop loin du sens. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ta traduction, Bernard, c'est que, en fait, ton chien, il regrette qu'on ne veuille pas le bouffer. Non. Bah, non. Où tu vois ça? Bah, au lieu qu'on le mange, on va bouffer du potage. Ben, il sent qu'on va le manger parce que c'est lui qui sera dans le potage. Il est concerné. Ah ben le potage, c'est pas du légume? Le chinois, non. Chez les Chinois, non. Dans les soupes chinoises, ils mettent de la viande aussi. Oui. Enfin, tu vois bien. D'accord. Il le dit, je hais ces gens pour qui je ne suis que repas. Donc non, il n'a pas envie d'être mangé, justement. Alors, par contre, il y a deux choses, je trouve, dans ce poème. Pour moi, un chien in season, c'était en chaleur. Bon, peut-être... là, on a en rage, on a au potage, et puis on a 2 saisons. Alors, effectivement, au début, pour moi, c'était 2 saisons, parce qu'on a l'impression que c'est l'époque où on mange du chien. Oui. Bon, en même temps, j'avais l'impression que in season voulait dire en chaleur. Là, je pense que c'est une erreur. Je pense que a dog in season n'est pas un chien en chaleur. Paf. Assaisonné. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire in season pour un animal, oui, être en chaleur. Ah, je ne connaissais pas cette expression. Mais il y a des bars, oui. Il y a des bars. Il y a des bars. Du coup, tu l'as traduit comment? Moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas en le lisant, qu'il s'agissait d'être, je sais pas, c'est comme on dit, tiens, c'est Noël, on va manger des huîtres. Oui, dans le contexte, on a vraiment l'impression que c'est l'époque où on mange du chien. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une époque où on mange le chien. Est-ce qu'il y a des experts particulièrement que les autres? Il n'est pas exclu. Moi, j'ai compris comme toi, mais il n'est pas exclu qu'on se soit. On va consulter les sinologues dans la salle. Les sinologues et les anglicistes. Ah non, par contre, il y a un autre point. C'était la même chose avec le premier poème tout à l'heure. Alors, j'avais pas abordé ce sujet-là. Mais bon, moi, il y a une chose que je me suis interdite dans la traduction, qui est de traduire le nom du chien sur un seul mot. Parce que j'ai remarqué que David Alexis jouait toujours sur la frontière des mots. Donc moi, je me suis obligé à jouer sur la frontière des mots. Même avec la césure, souvent, d'ailleurs. Moi aussi, j'ai fait une ou deux fois, mais tu as souvent une césure. Ça peut arriver, oui. Hein? Et là, c'était comment? Donc là, oui, ça donne free, quel désespoir. Ouais. C'est quand même une belle façon de travailler la césure. Hein. Moi, j'avoue que j'avais pas prêté attention à cette contrainte. Moi non plus, j'y ai pas pensé.
Romançon, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, excuse-moi, si je peux proposer ma version, hein, qui n'est pas exceptionnelle. Mais... Qui est exceptionnelle, j'espère. En Chine, où l'on mange du chien frit, quelle horreur d'être assaisonné ainsi. Je me dis l'homme qui me prend pour un steak, et je rêve de rickshaws et de lambris de tech. Bravo. Vous l'avez aussi? Je vous propose ma traduction. Donc c'est le 12. En Chine, où ils mangent les chiens sauvages, je suis consterné d'être de ces eaux. Et j'ai mis entre parenthèses en chaleur, je ne savais pas lequel prendre. Je maudis ceux qui me voient comme nourriture et rêvent de pousse-pousse, de fric et de bois laqué. D'accord, vous avez rajouté une dimension sociale au poème. C'est vrai qu'évidemment, on y pense à fric, puis Ouais. après on se dit, bon, c'est... Ouais. En fait, il y avait aussi dans ce poème, on ne sait pas trop qui rêve. Si c'est le chien qui rêve ou si c'est les hommes qui rêvent. Puisque dans la version originale... Je remets la version originale. I curse C'est men. pas qui est I, tu veux dire. I curse men who think of me as food and dream of rickshaws. Et on ne sait pas finalement si le... c'est c'est pas les, si c'est les le chien men qui qui rêve dream et- ou c'est ou I si c'est dream. C'est-à-dire, est-ce que le chien, il reste projeté dans ce que Oui, alors pensent c'est- les hommes oui, oui. en plus. C'est une interprétation possible, mais il y en a deux. Les deux sont Et est-ce qu'en français, valables on en peut garder contexte. l'ambiguïté? Ben non, il y a Ben, un j'ai problème essayé de la d'accord. garder, oui. Moi, c'est pour Il y a ça un que j'ai mis problème non sans d'accord, rêver. Ah, il y a un problème d'accord, Ouais. c'est que en tout Ouais. cas, Ouais. pas à l'oreille, mais. Mais quand- c'est pour ça que quand j'ai on le j'ai voit. Ouais, non sans rêver, non ça. sans rêver aussi. Ok. Alors on ne sait pas si c'est lui le chien qui rêve ou bien Ouais. Bravo. les Chinois. Voilà. Bravo. Bravo. Oui. Bon, bah voilà, encore une Oui. fois, les vertus de la traduction. Une question ou une proposition. Une idée, tout d'un coup, je me dis que les chiens mâles ne sont pas en chaleur, si. Ce sont les femelles qui sont en chaleur et qui font réagir, enfin qui font venir les chiens. C'est vrai pour d'autres animaux, je pense. Donc voilà, en tout cas, moi, il me semble que je pencherais pour l'assaisonnement plutôt. Les chaleurs. Oui, alors Olivier Mona me dit que les chiens mâles sont plutôt en rut qu'en chaleur. Moi-même, je ne suis pas spécialiste. Mais il reste à savoir si en anglais la traduction ne serait pas dégenrée, quoi. Ils peuvent rester C'est-à-dire collés. Ah, que- dégenré, oui. Oui. Alors moi j'étais chez mon vétérinaire il n'y a pas très longtemps, enfin pas pour moi mais pour mon animal, et pour un chat. Et pour le chat, et que c'est un mâle, le vétérinaire parlait de mon chat en chaleur, quoi, que j'avais un chat en chaleur. Pour un mâle, quoi. Je pense que le chien et le chat, ça fonctionne pas tout à fait pareil, mais il y a quand même quelques familiarités. Ouais, Bon. tout à fait. Mais en tout cas, On va mener une a enquête et entendu on mettra les résultats sur le site. en anglais. Oui, bien, bien. Évidemment, on n'a pas pu- J'aimerais qu'un angliciste ou un anglophone nous donne la solution, parce que pour moi, men who think of me as food and dream of rickshaws, moi j'associe le dream of rickshaw à ces hommes qui think of me as food. Il me semble que le end suit ces hommes et introduit ce qui suit dans le poème. Les deux sont possibles, en Les fait. deux sont absolument possibles. Le chien peut apprécier aussi d'être en Chine. Pardon? Je disais grammaticalement, oui, on pourrait admettre une ambiguïté, mais il me semble que pour le sens, il est beaucoup plus logique, effectivement, que ce soit les hommes qui rêvent à la fois de ces plats orientaux et de ce décor de pousse-pousse et Ah, mais de ça, bois. C'est la logique, oui. Oui, c'est pour Non, ça mais qu'il il me y a- semble que c'est... peut être analysé Mais dans la question. grammaticalement, effectivement, Non, on mais peut même du admettre point que de c'est vue le chien logique, qui hein. rêve. Le chien peut aussi rêver de ce cadre qui est pour lui exotique, en essayant de faire abstraction du fait qu'il peut finir dans la soupe, dans le potage ou bien dans l'assiette. En utilisant un participe présent, peut-être que ça faisait le... Cela étant, moi j'ai envie de demander l'avis des anglophones qu'on a dans la salle. C'est ambigu ou non en anglais? Ah oui, c'est ambigu. Moi, je pencherais plus pour l'option, pas celle-là, mais les gens qui et qui. Oui, c'est- Oui, Mais- puis moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Dominique. Quoi. Pourtant j'ai mis au singulier, mais
Mais en fait, effectivement, du point de vue du sens, il est quand même plus logique de penser que ce sont les hommes qui rêvent au bois laqué. Du point de vue logique, tu as raison, oui. Donc effectivement, là j'ai un genre de repentir. S'il y a une deuxième édition, je mettrai au pluriel parce qu'il me semble que c'est plus conforme à la logique, quoi. Pourquoi choisir? Je trouve que le rôle du traducteur n'est pas forcément de choisir une interprétation ou une autre, c'est de laisser aussi les deux possibles. Après, moi j'avoue que par exemple le participe présent me gêne pour des raisons, alors là pour le coup de sonorité, enfin il me gêne pas dans l'absolu, hein, mais là par exemple dans la phrase à cet endroit-là, rêvant de pousse-pousse et de bois laqué, ou même en rêvant, ça me gêne, mais bon... Et non sans rêver. L'ambiguïté reste avec en rêvant. Hein. Sans rêver de pousse-pousse et de bois laqué. Peut-être non sans rêver, ouais, et plus... Bon, puis c'est joli. C'est des coquetteries après de traducteurs, ce qui fait qu'effectivement chacun va... Mais j'avoue que j'ai un problème moi avec les participes présents en début de phrase. Là, en fait, à ce propos, moi de façon générale, à tort ou à raison, mais comme j'arrivais pas très bien à cerner l'auteur, j'ai presque toujours eu des phrases vraiment assez simples, parce que j'ai quand même eu l'impression que, bon, quand même, c'est un chien qui parle, quoi. Ouais, non, mais alors... Donc j'ai essayé de garder... Enfin, surtout, j'avais l'impression que quelquefois, je poussais trop au niveau du vocabulaire, et donc pour rétablir l'équilibre, je préférais avoir une syntaxe assez simple. Genre ouf, ouf, ouf. Genre ouf, 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 virgule, ouf. Alors, plutôt qu'en bouffant. Pour que les choses soient tout à fait claires, ce sont des traductions, ces poèmes, parce que dans l'argument du roman, les chiens, ils ne vocalisent pas la voix humaine. Ils parlent par des aboiements, des grognements, des choses comme ça. Et donc les versions qui sont présentées dans le roman sont des traductions des différents jappements et aboiements que font les chiens, quoi. Donc voilà, c'est pas un chien qui parle... C'est traduit par l'auteur ? C'est pas bien expliqué par qui c'est traduit, en fait, mais... Encore une fois, on parle pas du traducteur. Non, mais il y a un narrateur omniscient qui n'est pas explicité dans le roman. Quoi. Et c'est lui qui traduit les jappements des chiens, parce que... bon, voilà, quoi, c'est... L'original des jappements, vous vous adressez à André Alexis. Je suis sûr qu'il vous les fournira avec grand plaisir. Bon, passons aux jumeaux de Frick, je crois que j'ai mis après. Oui, donc je viens de vous le dire, donc le jumeau de Frick est en frac. Donc voilà, et Frackabones. Mais je t'en prie, Camille. If frackabones eat up the sky, if words spring out of rock, my soul will wind down and life run out the clock. Donc voilà, il s'agit de frac, bien sûr. Et à toi, Mona. Si des efflanqués dévorent le ciel, si des mots jaillissent des pierres, mon âme finira sans fracas et la vie se tarira. Si le ciel est rongé par la vermine et que du roc les mots jaillissent, mon âme ne connaîtra plus les affres, accalmie des derniers instants. Voilà une belle césure. Hein. Ah, oui. Un cheval perclus mangeait le soleil. D'un rocher massif, voir jaillir les mots, le ressort de mon âme à bout de course, nocif raccord d'une vie à l'horloge. Si des carnes avalent le ciel, si les mots jaillissent de la roche, mon âme va se fracturer quand la fin de la vie approche. Oh. Donc là, bon, je dirais, le truc le plus notable, c'est les affres accalmies. Je trouve que là, la césure est magnifique. Ouais, elle est assez belle. J'ai presque l'impression d'entendre Jacques Roubaud le lire et jouer sur cette césure. Il le faisait bien. Mais alors, vous, je sais pas, mais moi, j'ai le problème que j'ai eu dans celui-là, c'est le Rackabones. Oui. Est-ce que vous, ça vous a arrêté, pas arrêté Moi, j'avais envie de dire sac d'os, comme quand on dit c'est un sac d'os, mais je me suis dit que sans contexte, ce serait pas très compréhensible. Et donc, je suis pas spécialement contente
de mon efflanqué. Après, j'avais pensé, justement, ça m'échappe, vous savez, les chevaux tout maigres, seulement c'est des chevaux et pas des chiens. Les carnes. Non, les carnes, j'aime bien. Ben c'est ça, c'est des chevaux tout maigres. Non, mais ça va être les haridelles ou les... Ah oui, haridelles aussi, oui. Donc haridelle, je me suis dit, c'est pas le bon animal. Tandis que carne, je me suis dit... Toi, ok, t'as évité le problème. mais- Haridelle, il mange pas. Je ne me souviens plus de ce que ça veut dire Rackabout, pour être honnête. Voilà, c'est un sac d'os. Voilà, c'est un sac d'os, mais c'est pas exclusivement... Enfin, ça peut être différents animaux ou choses. C'est pas forcément cheval, tandis que, bon... Oui, Yann, derrière toi, s'il te plaît. C'est maigre, en tout cas. C'est un animal très maigre. Voilà ma traduction. Si les sacs d'os rongent le ciel, si du rocher jaillissent les mots, mon âme va décliner et la vie se fracasser à la pendule. Se fracasser, pardon, j'ai pas compris. À la pendule. À la pendule. À la pendule, d'accord. Oui. Donc, fracasser, ouais. Et puis... Ouais, c'est vrai que moi ça m'embêtait ces deux si, ces deux if. Je sais pas pourquoi, il me gênait. Et j'ai décidé de ne pas les mettre. Mais, je remets l'anglais, ouais. Ils y sont en anglais, ouais. Ouais, ils y sont. Mais ça m'a obligé à poser trois questions, en fin de compte. Moi, j'étais content de traduire rock par roche et de trouver la rime avec approche. Ah ouais, non, c'est riche, c'est très riche. The grass is wet on the hill, the sky has no end. For the dog who waits for his mistress, Madgy noon comes again. Donc, bon, alors celui-là c'est pareil, je ne vais pas entretenir le suspense. C'est Majnoun, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se prononce Majnoun en anglais et Majnoun en français. Ouais. Hein? J'ai été vérifié. Comment ça se prononce en anglais? Majnoun en anglais et Majnoun en français. Majnoun. Alors là, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la traduction, est-ce qu'on va traduire en respectant la prononciation anglaise, c'est-à-dire faire quelque chose qui sonne en tant que Majnoun, ou traduire comme on prononcerait en français à la lecture, c'est-à-dire Majnoun. Sachant que, par ailleurs, et ça malheureusement j'ai omis de le préciser quand j'ai posé les textes sur Internet, mais le prénom dans le poème est accessoire, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut conserver ou qui a une importance quelconque dans le bouquin. C'est juste... En fait, il y a pas mal de clés que tu nous as pas données. Le prénom de Madge. Le prénom de Madge, oui. C'est pas un prénom qu'il était essentiel de conserver, quoi. Et donc ça, effectivement, j'ai mais pas mal de clés, non. Celle-ci. Moi, je dirais que je pencherais pour une prononciation de Majnoun à la française, parce que quand même, Majnoun, c'est connu comme personnage. Majnoun et Leïla, etc. Dans la littérature arabe en traduction, on a l'habitude de prononcer Majnoun et pas Majnoun. Donc j'avais raison. L'herbe est mouillée sur la colline, le ciel est infini. Pour le chien qui attend sa maîtresse, l'image noune aux gorges, midi revient. Bravo. Ouais. L'image noune aux gorges, c'est une pure beauté. J'avais un peu honte. Non, moi j'ai gardé Madge. Ouais. Donc, l'herbe est mouillée sur la colline, le ciel sans fin. Pour le chien qui attend, Madge, nous ne dirons rien d'elle, si ce n'est qu'elle est sa maîtresse. Midi revient. Ouais, c'est beau. Oui. À toi, Bernard. Il est où? L'herbe est humide sur la colline, le ciel n'a pas de fin. Pour le chien qui attend sa maîtresse, Madge, nous n'avons que pitié. Je suis pas très fier. L'herbe est humide sur la colline, le ciel est sans fin. Pour le chien qui attend son maître, triste image, nous ne savons rien, sinon que midi revient. On ne pouvait pas beaucoup jouer sur ce poème, j'ai l'impression. En tout cas, le premier vers, franchement, on est vraiment en 50-50. L'herbe est mouillée sur la colline, l'herbe est humide sur la colline. C'est-à-dire, là... pour le chien qui attend sa maîtresse, c'est pareil chez nous deux. Ouais. Alors moi, j'ai pour le chien qui attend son maître. J'ai dégenré la maîtresse parce que
Comme je savais que j'avais pas besoin du prénom, et du coup, sans mettre de prénom, je trouvais ça bizarre de mettre maîtresse pour un chien, quoi. Ah oui. Vous avez raison, réagissez. Un chat, oui, ça va. En anglais, c'est mistress, ouais. Mais non, parce qu'en anglais, il y a match derrière. Ouais. Donc si tu veux, il pouvait pas dire his master match. C'était forcément. Non, ce qui me gênait, c'était de mettre qu'il attendait sa maîtresse sans mettre de prénom derrière. Donc, si j'aurais bien mis, il attendait sa maîtresse Morissette. Mais s'il n'y a pas Morissette, c'est que c'est un maître. Mais s'il n'y a pas Morissette, c'est le chien, il attend son maître. Enfin, pourquoi introduire une maîtresse surgit de nulle part? En même temps, moi, j'ai mage, c'est masculin. J'ai mis mage, ouais. Masculin, et j'ai mis maîtresse. Je sais pas, en même temps... Oui, non, mais en fait, on te taquine, mais c'est vrai que toi, tu as quand même la perspective. Tu sais que tu vas être lu et publié. Bon. Avec nous, on s'en fout. Ouais. Dégenré, dérangé. Pas aussi souvent que je voudrais, en fait, parce que c'est assez agréable. Mais non, mais je vois quand je vois vos têtes là qui me regardaient. Ah bon, tu as changé maîtresse en maître. Je me dis, j'ai peut-être commis un impair, je sais pas. Mais moi, ça m'a paru logique sur le moment. Rendez-vous compte, vous traduisez un roman et tout d'un coup vous décidez que tous les personnages vont devenir féminins dans le livre. Le résultat pourrait être passionnant. Ou vice-versa, hein, veut dire. Disons que vous avez fait match nul. Match nul. Oh. Moi, ce que je trouve amusant à voir, c'est les différents types de priorités qu'on peut avoir. Entre ceux qui sont beaucoup plus... Par exemple, toi, tu t'es beaucoup intéressé aux contraintes. Moi, le coup de la césure, par exemple, je n'avais pas remarqué. Donc, j'ai fait un peu une fixette sur comment le chien s'exprime. C'est pour ça que j'aurais dit mouillé plutôt qu'humide. Et bon, je trouve ça, oui, intéressant de voir qu'on n'a pas eu les mêmes priorités. Et alors toi, Bernard, t'as zappé le midi qui revient. Ça t'a pas... Ça t'a pas interpellé, ça? Non. C'est un peu court. Non, mais je vous ai dit dès le départ, je suis pas fier de celui-là. Autant de pas en parler. Hein. Autant de pas en parler. Bon, avançons alors. Ouais. Pardon. Et qui... Bien, il y a quelqu'un qui travaille. Ah oui, vous avez travaillé aussi. Alors, l'herbe est humide sur la colline, le ciel est sans fin. Pour le chien qui attend sa maîtresse, Madge, nous ne pouvons nier que midi revient. Bien. D'accord. Et donc vous avez bien conservé la maîtresse. Tu as remarqué que nos trois, la sienne et nous deux, on a presque la même chose, ouais. À part le dernier vers. Oui. Oui. Bon. Alors qui on a après? Ah, celui-là aussi, ouais. Ah, il est beau celui-là. Ah oui. Ah, j'aime bien celui-là. Running through the grey-eyed dawn, with last night's trash in mind, the brown dog scuttles through fluted gates, while birds sing on above the world about a bit of fallen cheese, the shish kebab he ate, and all the vagaries of plates that wait for him at home. Oh. Quelqu'un a repéré, ouais. Bobby, bravo. Donc, the shish kebab he ate. Alors, j'aimerais bien voir, parce qu'on n'a pas vu les poèmes des autres, est-ce qu'il y en a qui a osé reprendre la même... shish kebab, quoi. Le shish. Ah, alors, on va voir ça. Vas-y, Mona. Il court dans l'aurore aux yeux gris en pensant aux ordures de la veille, le chien marron qui file entre les fines colonnes du portail. Au-dessus du monde, les oiseaux chantent, jetant leur trille pour un bout de fromage tombé, le beau beefsteak qu'il a mangé, et toutes les surprises qui l'attendent à la maison dans leur petit plat rond. Ouais. Mais c'est bien parce qu'elle a transformé shish kebab en On est en France, merde.
et que ça marche là-dessus sur le même mot, quoi. C'est très bien, ça. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai pas osé garder le shish kebab. Voilà, par contre j'ai réintroduit un adjectif qui sert pas beaucoup en français, qui est l'adjectif bi, qui sert à qualifier les regards, le regard bi. Alors ça donne: dans l'aube au bi-regard, songeant encore au reste de la veille, le chien fauve s'enfuit à toutes jambes par le portail en grandes orgues, tandis que les oiseaux pépient comme toujours du haut des cieux, chantant la miette de fromage ou ce shish kebab qu'il a dans l'estomac, toutes les sortes de gamelles qui l'attendent à la maison. Bravo. Il court dans l'aube aux yeux gris perle, ne pense qu'aux ordures d'hier soir, le chien brun bondit par des portails cannelés, tandis que les oiseaux chantent le monde et un bout de fromage à terre, le shish kebab dévoré et tous les caprices d'assiette qui attendent sa bobine chez lui. Alors, courant à travers l'aube aux yeux gris, avec les poubelles de la veille en mémoire, le chien marron d'étal franchit les grilles cannelées, tandis que les oiseaux chantent au-dessus du monde, un beau biscuit au fromage tombé, le shish kebab qu'il a mangé et tous les caprices de plats qui l'attendent chez lui. Les deux orthographes sont correctes, shish kebab ou pas? Moi, je crois que j'ai vérifié un shish kebab. C'est C-H-E-I. Ouais. SH, en français, on ne peut pas écrire shish kebab. Ah, puis je suis con, moi j'ai eu un correcteur. Oui, donc c'est bon. Un maigre kebab. Alors, non, il a mis à c'est vrai que j'ai pas mis le tiret en fait, mais normalement oui, c'est shish kebab. C'est pas un kebab qui est pas très... Ça veut dire mouton en turc. Je sais pas. Mais c'est joli comme adjectif. C'est pas le contraire d'un kebab copieux, quoi. Ouais. Un maigre kebab, oui. Ouais. Bon, celui-là, en tout cas, en termes de réintroduction du nom, bon, il était assez facile en français, avec forcément avec beau. À la limite, c'est encore une fois Étienne qui a fait preuve d'un peu plus d'imagination, ou d'aller chercher un truc un peu plus subtil. Mona et moi, bon, bah, beau. On a quand même fait 2 mots. Beau biscuit et beau beefsteak. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai une question pour vous deux, parce qu'il y a un truc sur lequel je me suis bien pris la tête. C'est que les... Ah, je ne sais plus comment c'est en anglais. Je remets l'anglais. Bon, alors, Fluted Gates. Ben, comme tu y vas, Bernard, tu dis, toi, le portail cannelé. Mais je veux bien qu'il y ait une tige qui soit cannelée, mais tout un portail ou toute une grille cannelée? Comment est-ce possible? Et alors, t'as mis quoi, toi? Bah, du coup, moi, j'ai un peu triché, mais je trouve qu'il y avait un petit effet sonore. J'ai dit fine. Il file entre les fines colonnes. Non, mais parce que je voulais pas dire le portail aux colonnettes cannelées moi, ou fumées. Enfin... Pour moi, Fluted Gate, ça veut rien dire. Oui, c'est une façon de le dire aussi, non, mais... T'es pas d'accord? Qu'est-ce que c'est que Fluted Gate? C'est rien? Bah, oui, non, moi j'ai compris aussi. J'ai trouvé qu'il y avait un sens musical avec le chant des oiseaux. Et donc moi j'ai traduit ça par les grandes orgues, portail en grandes orgues, parce qu'on a c'est quand même le contraire des flûtes. Ah bah ça se discute. Tu peux pas dire le portail en piccolo. Non, mais effectivement, quand j'ai lu ta traduction, je trouve que l'image fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'en lisant le portail en grandes orgues, on voit bien le portail avec les trucs verticaux, et puis on... Comme un Nancy, quoi. L'image fonctionne, quoi. L'image fonctionne sans problème. Alors que... Avec des panneaux de différentes longueurs, moi c'est ce que je voyais. Hein. Ouais. Ah ouais, pas mal. Alors qu'effectivement, les grilles cannelées ou les portails cannelés, on va dire que ça laisse plus de place à l'imagination du lecteur, quoi. Ouais, c'est quand même rien dire, quoi. C'est un défi au lecteur, c'est ça? Non, c'est une implication du lecteur dans l'œuvre, en fait. On cherche aussi à préserver ça, quoi. Ouais, c'est important. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Il nous en reste encore? Ah oui, il reste Athéna. Il en reste 3, donc... Bon, on va essayer d'aller vite. Athéna, donc, voilà.
The path Ina took. Oui, vas-y. We bound into the prairie through ages of winter grass, taking the path Ina took, her name long gone. Though her roads linger, the ground will not forget. Donc voilà, hop. Encore que celui-là, bah, lisons vite. J'y vais ? Ouais, vas-y. Nous bondissons dans la prairie, fendant des siècles d'herbe hivernale, et pensons à elle en suivant sa voix patte à patte, hénace au nom depuis si longtemps éteint, aux routes pourtant tenaces, le sol n'oublie pas. C'est qui Hénace ? Bah, c'est un prénom du Moyen-Orient. Okay. C'est Inès en France, Hénace au... Et bon, puisqu'on peut changer le Ça me prénom. rappelle les parties de petit bac. Oui, Ouais. ça veut dire quoi, Jdung? Prénom en E. Non, alors moi je me suis permis beaucoup plus bêtement de jouer un peu avec les sonorités parce que les prénoms ne sont pas toujours exacts dans l'original. Donc là, je me suis permis d'avoir une séquence qui n'est pas tout à fait exacte. Alors ça donne un bond et nous voilà dans la prairie, dans des éternités d'herbe hivernale, mettant nos pas tenacement dans ceux d'Ina. Depuis longtemps, son nom n'est plus, mais ses routes demeurent. Le sol n'oubliera pas. Oh, c'est beau le dernier vers, magnifique. À toi, Bernard. Nous sautions dans la prairie longtemps. Ah bah oui, c'est mieux là-dessus. Il est où ? Nous sautions dans la prairie longtemps dans l'herbe d'hiver. Ah, tenace ce sentier, dont le nom a disparu. Pourtant, ces chemins persistent. Jamais le sol n'oubliera. Et nous bondissions dans la prairie pendant l'ère de l'herbe d'hiver, avec de la ténacité. Son nom, depuis longtemps perdu, erre encore dans les rues. La terre n'oubliera pas. Bon, là, je ferai quand même une remarque. Pendant l'ère de l'herbe d'hiver... C'est un effet. C'est un effet fort. Bah oui. Un effet fort. Je suis content de te l'entendre dire. J'avais peur que personne s'en aperçoive. On a tous employé tenace. Ouais. Ténacité. Ténacité pour le « et ». Non, moi j'ai utilisé, mais pas pour faire Athéna, en fait. Mais... Toi, t'as fait de la rime riche, n'empêche. Parce oui, que tu as pas remarqué. ténace, Oui. pourtant tenace. Merci de Bravo. le remarquer. Voilà. C'est un effet fort. C'est un effet fort. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller jusqu'au bout, parce qu'il nous en reste plus que 2. Oui. Donc, vas-y, Camille. The light that moves is not the light. The light that stays is not the light. The true light rose countless sleeps ago. It rose even in the mouth of birds. Donc, ça, c'est Rosie, bravo. Donc, it rose even. Ok. 9. Ah oui. La lumière qui bouge n'est pas la lumière. La lumière fixe n'est pas la lumière. La lumière véritable arrose ici la terre depuis d'innombrables sommes et jusqu'à la bouche des oiseaux. La vraie lumière n'est ni fixe ni mobile. Dès son lever, antérieure à tous les sommeils, antérieure aux hibernations, elle a jailli, même au bec des oiseaux. Bravo. Lumière qui bouge n'est pas lumière, lumière qui reste n'est pas lumière, mais vraie lumière après 30 ans de sommeil, rosit toujours dans la bouche des oiseaux. C'est un beau poème en anglais, il est magnifique, je trouve. La lumière qui s'en va n'est pas la lumière qui demeure n'est pas la lumière. La véritable lumière a jailli il y a d'innombrables sommeils dans une aube rose, y compris dans la bouche des oiseaux. Des vers de 16 pieds. Ouais. Oui. C'est du Shannon perse. Alors là, j'avoue que j'ai eu très envie de tricher, puis finalement je ne l'ai pas fait. Mais en lisant le poème de Mona, où elle écrit que la lumière arrose, je me suis dit, ça collerait tellement bien avec la construction de ma phrase, et au lieu d'avoir dans une aube rose, dire la véritable lumière jaillit il y a d'innombrables années, nous arrose, y compris dans la bouche des oiseaux. Mais bon, voilà, j'ai pas triché, j'ai décidé de rester honnête par rapport à la version originale.
On passe au dernier vite. On passe au dernier. Donc c'est Lydia. Hein. Ah. With one paw trying the edges of the winter pond, finding its waters solid, he advances, nails sliding, still far from home. Donc Lydia, hop. Enfin, oui, je vous montre. Solid, he advances. Donc c'est là qu'on retrouve le Lydia. Du bout de la patte, il tâte le bord de l'étang d'hiver. Le trouvant gelé, il y dit « Allons !» Ses griffes glissent. Elle est loin, la maison. D'un bout de patte, il tâte les bords du bassin d'hiver et, trouvant l'eau solide, y avance, dans un glissement d'ongles, toujours loin de chez lui. Où celui-là. Ah, voilà. D'une patte, il tâte les bords d'une mare d'hiver, trouve ses eaux solides, y a prise, griffe glisse, si loin de la niche. Et d'une patte, il teste les berges de l'étang d'hiver et, trouvant l'eau solide, y avance, ses griffes glissent, encore loin de chez lui. Or, celui-là, bon, on a tous fait à petit peu près la même chose. Donc c'est aussi pour ça que je l'avais mis à la fin, parce que je ne savais pas si on aurait le temps d'aller jusqu'au bout. Je note quand même le Ilidi de... Écoute, j'ai un peu honte du... Non, faut pas avoir honte. Non. Quand tu on voit que tu t'es interrogé sur la façon dont parlait ce chien, et puis tu as tranché, quoi. J'ai écouté un chien mon chien auvergnat. Tu sais, il y a prise. Hein. Oui, il y a prise. Donc voilà. Bon, écoutez, juste une question. Il vient d'où, André Alexis? Parce que ce qui m'étonne, c'est canadien. que tous les H aspirés, Lydia, he, enfin, il fait disparaître tous les H aspirés pour les homophonies. Alors c'est bizarre, c'est comme s'il avait un accent en anglais. Il est né à Trinidad et Tobago, si je me souviens bien. Mais bon, il a été jeune au Canada et il est canadien anglophone. Il vit à Toronto. Il a été jeune au Canada, c'est joli. Hein. Il a été jeune au Canada. Oui. Me déconcentre pas, je suis en train de dire au revoir là. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Et surtout, merci encore plus à monsieur et aux quelques autres qui ont travaillé, qui sont venus avec des textes, et on peut les applaudir.